En 1988, l'armée de l'air des États-Unis a retiré le légendaire SR-71 Blackbird, l'avion le plus rapide ayant jamais pris les airs. Pendant des années, rien sur Terre ne pouvait rivaliser avec sa vitesse fulgurante. Mais cette époque est révolue. Le SR-72 Dark Star, son successeur hypersonique tant attendu, est désormais confirmé comme réel. Propulsé par une technologie de propulsion et de furtivité de nouvelle génération, cet avion est conçu pour atteindre des vitesses supérieures à Mach 6, laissant des adversaires comme la Chine et la Russie désemparés face à une telle avance. Plus qu'un simple bolide, c'est un bouleversement stratégique, capable de frapper n'importe où dans le monde en quelques minutes. Alors, qu'est-ce qui rend exactement le Dark Star aussi avancé? Et comment est-il prêt à redéfinir l'avenir de la guerre aérienne? Rejoignez-nous alors que nous révélons les détails du SR-72 de l'armée de l'air américaine, actuellement en phase de test. Pendant la guerre froide, les États-Unis avaient besoin d'yeux dans le ciel, des yeux impossibles à intercepter, impossibles à abattre, capables de révéler les opérations soviétiques les plus cachées sans jamais être vus. Des avions espions comme le U-2 étaient déjà en service, mais lorsqu'un d'eux fut abattu en 1960, cela révéla leur vulnérabilité. Les États-Unis devaient aller au-delà de l'altitude. Ils avaient besoin de vitesse. Ainsi, les Skunk Works de Lockheed, dirigés par le légendaire Clarence Kelly Johnson, répondirent avec le SR-71, un jet sans équivalent dans le monde. Il volait à Mach 3,3, à plus de 85 000 pieds d'altitude, plus vite que n'importe quel missile tiré contre lui. S'il était détecté, il ne se défendait pas. Il se contentait de fuir le danger. Le SR-71 n'était pas seulement rapide. C'était l'avion espion le plus avancé de son époque, construit principalement en titane et ressemblant à quelque chose sorti de la science-fiction. Sa mission était claire, tout voir, sans jamais se faire attraper. Avec un pilote à l'avant et un officier système à l'arrière, le jet volait de nuit, sa couleur sombre l'aidant à se fondre dans le ciel, lui valant le surnom de Blackbird. Son design effilé et son corps résistant au radar le rendaient presque invisible. Et si un missile était lancé, il accélérait ou grimpait plus haut. L'avion était principalement fait de titane et de matériaux résistants semblables au plastique. Le titane était coûteux et difficile à manipuler, mais il supportait les chaleurs extrêmes. Les ailes étaient conçues avec des crêtes spéciales pour leur permettre de se dilater en toute sécurité pendant le vol. Au sol, certaines pièces ne s'ajustèrent pas parfaitement, mais s'alignaient correctement une fois l'avion chauffé en plein vol. La vitre avant du cockpit était faite de quartz et fixée à un cadre en titane. L'avion fuyait souvent du carburant lorsqu'il était stationné parce que ses pièces se dilataient à chaud, compliquant le travail de l'équipe au sol. Des lignes rouges d'avertissement sur les ailes indiquaient où il ne fallait pas marcher. Les pneus étaient remplis d'azote et contenaient de l'aluminium à l'intérieur. Chaque pneu coûtait 230 000 $ et devait être remplacé après environ 20 vols. Comme l'avion atterrissait à très grande vitesse, il utilisait un parachute pour aider à ralentir et réduire la pression sur les freins. Bien que sa conception comportait de nombreux défis, aucun SR-71 n'a jamais été abattu. L'obtention de suffisamment de titane représentait également un défi, donc l'équipe dut s'en procurer secrètement auprès d'autres pays, y compris l'Union soviétique, à leur insu. Le corps du Blackbird était conçu pour éviter les radars, avec des arêtes vives et des revêtements spéciaux pour absorber les signaux. Même son carburant contenait des additifs pour rendre ses échappements moins visibles. Toutefois, avec le temps, la technologie radar soviétique s'est améliorée et a commencé à rattraper le design furtif. Les arêtes vives à l'avant du SR-71, appelées Shin, furent ajoutées plus tard dans la conception. À l'origine, elles servaient à réduire la détection radar, mais elles se sont avérées améliorer les performances de vol de l'avion. Les Shin produisaient un flux d'air tourbillonnant qui augmentait la stabilité du jet à haute vitesse et aidait même à réduire la vitesse d'atterrissage. Cette amélioration n'était pas prévue, mais elle rendit l'avion encore plus performant. Un autre élément clé du design du Blackbird était ses prises d'air,
des ouvertures spéciales qui contrôlaient l'entrée de l'air dans les moteurs. Ces prises étaient cruciales pour voler à très haute vitesse, surtout au-delà de Mach 3,2, où l'avion atteignait sa plus grande efficacité. Chaque prise possédait une pointe conique mobile à l'avant. À basse vitesse ou au sol, la pointe restait en position avancée. Mais une fois passé Mach 1,6, la pointe reculait, guidée par un ordinateur. Ce mouvement permettait de gérer les ondes de choc et le flux d'air entrant dans le moteur, rendant le vol supersonique plus fluide et plus stable. Initialement, l'avion utilisait des ordinateurs analogiques pour contrôler les pointes. Cependant, ceux-ci n'étaient pas toujours précis. Lorsqu'ils se trompaient, cela causait un problème appelé « inlet on start », où le flux d'air devenait instable. Cela pouvait couper un moteur ou faire dévier brusquement l'avion. Les ingénieurs mirent en place des solutions temporaires, comme redémarrer les deux prises, puis introduisirent un système électronique plus avancé, capable de détecter et résoudre le problème de manière autonome. La NASA découvrit aussi que le flux d'air généré par les chines aidait à améliorer les performances du moteur, ce qui mena à encore plus d'améliorations. Dès 1960, l'ancien système analogique fut remplacé par un système numérique appelé DAFX. Cela rendit le contrôle des prises beaucoup plus fiable et améliora la maniabilité globale de l'avion. Le Blackbird disposait de deux puissants moteurs appelés Pratt et Whitney J58. Chacun pouvait produire 32 500 livres de poussée, même lorsque le jet était immobile. Ces moteurs étaient conçus pour fonctionner de manière optimale à une vitesse de croisière d'environ Mach 3,2. Au décollage, seulement environ un quart de la puissance du moteur venait du post-combusteur, un système qui ajoute du carburant supplémentaire pour fournir plus de poussée. À mesure que l'avion accélérait, le post-combusteur entrait en jeu davantage et à Mach 3, il fournissait presque toute la poussée. Pour comprendre comment fonctionnaient les moteurs du SR-71, il est essentiel de savoir comment l'air y circulait. D'abord, l'air était comprimé et chauffé. Une partie de cet air comprimé était directement dirigée vers le post-combusteur, tandis que le reste passait par des étapes de compression supplémentaires où il se mélangeait avec du carburant et brûlait dans la chambre de combustion. Après avoir alimenté la turbine, l'air chaud, ainsi que de l'air supplémentaire provenant des premières étapes, entrait dans le post-combusteur pour une dernière poussée. À des vitesses proches de Mach 3, la chaleur due à la compression de l'air limitait la quantité de carburant pouvant être utilisée, car la turbine ne pouvait pas supporter des températures supérieures à 800 degrés Fahrenheit. Même si les pièces tournantes du moteur perdaient une partie de leur résistance à ces vitesses élevées, elles continuaient de faire circuler l'air de manière fluide. À ce stade, la majeure partie de la puissance du moteur provenait de la chaleur générée dans le post-combusteur. La chaleur de l'air entrant limitait la vitesse maximale du SR-71. Si la température devenait trop élevée, cela pouvait endommager le moteur. Pour démarrer les moteurs, les équipes au sol utilisaient d'abord des chariots équipés de deux moteurs de voiture Buick Wildcat V8. Plus tard, un système plus silencieux utilisant la pression de l'air fut développé pour les bases principales, mais les anciens chariots restaient utilisés dans d'autres lieux. L'avion utilisait un type spécial de carburant appelé JP-Sept. Il était difficile à enflammer, donc un produit chimique appelé triéthylborane était utilisé pour allumer les moteurs. Lorsqu'on injectait du TEB, cela produisait un éclair vert, signe que les moteurs démarraient. Au décollage, le SR-71 ne transportait qu'une partie de son carburant. Cela le rendait plus léger et réduisait la pression sur les freins et les pneus. L'avion montait ensuite rapidement et consommait une grande quantité de carburant. Certains pensaient que le ravitaillement précoce était nécessaire parce que l'avion fuyait du carburant au sol. Cependant, la vraie raison était liée aux performances. La vitesse et la portée maximale ne pouvaient être atteintes qu'après un ravitaillement en vol. Pour les missions longues, le ravitaillement en plein vol était essentiel. Des avions ravitailleurs spéciaux, tels que les KC-135Q, étaient utilisés. Ces ravitailleurs avaient des perches de ravitaillement modifiées capables de supporter la haute vitesse du SR-71.
Dans le cockpit, un écran spécial aidait le pilote à rester aligné avec le ravitailleur en fournissant de petits repères visuels sur la position et l'angle de l'avion. Le SR-71 utilisait un système de navigation intelligent qui observait les étoiles pour guider l'avion. Ce système, fabriqué par Nortronix, comportait une petite fenêtre sur le corps de l'avion qui suivait les étoiles pour corriger toute erreur de direction. Même en volant à Mach 3, il restait très précis, ne déviant que d'environ 1000 pieds, comme l'expliquait un pilote. Pour ses missions, le SR-71 transportait différents équipements. Il avait des caméras capables de prendre des photos larges ou en zoom, selon leur emplacement sur le jet. Il possédait aussi un radar et des appareils pour capter des signaux électroniques. Avec le temps, certains de ces équipements furent remplacés par des systèmes plus modernes et plus performants. Pour se protéger des menaces ennemies, l'avion était équipé de défenses électroniques. Ces systèmes pouvaient brouiller ou perturber les signaux ennemis afin de garantir la sécurité du SR-71. Comme il volait à très haute altitude et à grande vitesse, l'équipage portait des combinaisons pressurisées spéciales leur fournissant de l'oxygène et les protégeant des températures extrêmes. Les combinaisons de vol classiques n'auraient pas été suffisantes. Le cockpit devenait extrêmement chaud, il disposait donc de son propre système de refroidissement. Pour les vols plus longs, l'équipage avait de petits récipients avec des pailles pour pouvoir manger et boire tout en portant leur casque. Dans l'ensemble, le SR-71 était équipé de nombreux dispositifs qui lui permettaient de recueillir des informations de manière sûre et efficace. Mais en 1989, l'avion fut retiré du service. L'armée de l'air américaine déclara que ce retrait était dû aux coûts élevés et au développement de nouvelles méthodes de collecte de renseignements tels que les satellites et les véhicules aériens sans pilote, couramment appelés drones. Cependant, d'autres pensaient que la véritable raison était politique. En 1996, un ancien commandant nommé Graham déclara que le SR-71 offrait encore des renseignements importants que les nouveaux systèmes ne pouvaient pas égaler. Il expliqua que les anciens dirigeants avaient soutenu le programme, mais qu'au milieu des années 80, de nombreux officiers de haut rang préféraient se concentrer sur de nouveaux projets, comme le bombardier B-2. Ces nouveaux dirigeants considéraient le SR-71 comme dépassé et ont œuvré à sa suppression. Selon Graham, ils ont convaincu le Congrès avec des arguments solides, mais il pensait que ces affirmations servaient davantage des intérêts politiques que reflétait une réelle inutilité du SR-71. L'armée de l'air considérait peut-être le SR-71 davantage comme un outil servant à justifier des financements pour d'autres projets que comme une priorité en soi. Les généraux les plus haut placés ne valorisaient pas pleinement les renseignements que le SR-71 apportait pour la planification et les opérations. Ils estimaient que ces bénéfices profitaient davantage à des agences comme la CIA, la NSA et la DIA. Certains ne comprenaient pas bien l'importance de la surveillance aérienne et beaucoup manquaient de connaissances sur les capacités réelles du SR-71. Les promesses de futurs remplaçants ont alimenté les critiques contre l'appareil. Dick Cheney affirma un jour devant le Sénat qu'il coûtait 85 000 $ de l'heure pour faire voler le SR-71, tandis que d'autres ont avancé des chiffres encore plus élevés et moins précis pour lui nuire davantage. Même si le SR-71 surpassait le U-2 en vitesse, en portée et en capacité de survie, il avait un inconvénient majeur. Il ne pouvait pas transmettre de données en temps réel. Contrairement au U-2, le Blackbird ne possédait pas de liaison de données, donc toutes les informations devaient être analysées après le retour de l'avion à sa base. Cet argument fut utilisé comme justification principale pour mettre fin au programme. Certains considéraient que l'absence de mises à jour rendait l'appareil obsolète, ce qui a facilité la promotion de nouveaux programmes à sa place. Bien que des efforts aient été faits pour installer une liaison de données, certaines personnes au Pentagone et au Congrès s'opposaient à la prolongation du service de l'avion et bloquèrent ces améliorations. En 1988, le Congrès alloua des fonds pour maintenir 6 avions en vol, mais l'armée de l'air ne les utilisa pas. Le SR-71 effectua ses dernières missions actives
en octobre 1989 et les opérations du programme prirent officiellement fin ce même mois. À la mi-1990, l'escadron fut dissous. Certains jets furent envoyés dans des musées, tandis que d'autres furent placés en stockage. En 1993, les inquiétudes concernant les tensions croissantes au Moyen-Orient et en Corée du Nord ont poussé le Congrès à reconsidérer le SR-71. Le contre-amiral Thomas F. Hall expliqua que l'avion avait été retiré du service parce qu'il ne pouvait pas suivre les exigences changeantes de la guerre moderne. Les commandants avaient désormais besoin de renseignements immédiatement, et le SR-71 ne pouvait pas les fournir assez rapidement. Le gouvernement pensait que de nouvelles technologies pouvaient remplacer le rôle du SR-71 et mieux soutenir la planification des missions et la prise de décision. Mack déclara devant le comité qu'ils utilisaient des avions U-2, des RC-135 et d'autres systèmes pour collecter des informations dans certaines zones. Mais le sénateur Robert Byrd et d'autres n'étaient pas satisfaits. Ils pensaient qu'aucun avion ne pouvait égaler le SR-71 et qu'en construire un aussi performant serait impossible avec des budgets militaires serrés. Le Congrès était mécontent qu'il n'y ait pas de véritable remplaçant au SR-71. Cette frustration a même affecté la manière dont ils ont géré le financement des améliorations d'imagerie sur le U-2. Au départ, ils ont ajouté 100 millions de dollars pour remettre 3 SR-71 en service. Plus tard, ils ont réduit ce montant à 72,5 millions de dollars. Malgré cela, l'équipe des Skunk Works a réussi à remettre l'avion en service pour seulement 72 millions de dollars, respectant ainsi le budget. Le colonel de l'Air Force à la retraite Jay Murphy dirigea la réactivation. 2 autres officiers de l'Air Force à la retraite, Don Emmons et Barry McKean, aidèrent à mettre en place le système de soutien. Des pilotes actifs de l'Air Force et des officiers des systèmes de reconnaissance ayant déjà travaillé avec le SR-71 furent invités à se porter volontaires pour les missions. Les avions furent assignés au 9e escadron de reconnaissance basé à Beale Air Force Base, mais opérèrent depuis un hangar modernisé à Edwards Air Force Base. Ils furent également équipés d'une technologie capable de transmettre des images radar aux stations au sol presque en temps réel. Même si le SR-71 fut remis en service, ce ne fut pas chose facile. L'Air Force ne l'avait pas inclus dans son budget et les développeurs travaillant sur les drones craignaient que l'argent soit attribué au Blackbird à la place. Comme le Congrès devait approuver les fonds chaque année, le programme ne pouvait pas être planifié sur le long terme. En 1996, l'Air Force tenta de mettre fin au programme une nouvelle fois, bien que le Congrès ait déjà approuvé le financement. En 1997, le président Bill Clinton utilisa un veto par ligne pour annuler 39 millions de dollars destinés au SR-71. Mais en 1998, la Cour suprême des États-Unis déclara que ce veto était inconstitutionnel. Cette même année, l'Air Force demanda officiellement que les fonds restants pour le SR-71 soient utilisés pour d'autres projets. En septembre 1998, le SR-71 fut définitivement retiré du service. La NASA fit voler les 2 derniers Blackbird opérationnels jusqu'en 1999, marquant la véritable fin de la carrière légendaire du SR-71. Aujourd'hui, la plupart des SR-71 se trouvent dans des musées, à l'exception de 2 avions et de quelques drones D-21 encore détenus par le Dryden Flight Research Center de la NASA en tant qu'actif d'essai. Pendant des décennies, aucun avion ne pouvait rivaliser avec la vitesse, l'altitude et la capacité de survie inégalée du SR-71. Mais face à la montée des menaces militaires mondiales, notamment de la part de pays comme la Chine et la Russie, les États-Unis se tournent désormais vers le SR-72, le successeur hypersonique du Blackbird. Révélé pour la première fois par Lockheed Martin en 2013, le SR-72 est envisagé comme une plateforme ultramoderne qui pourrait servir non seulement d'avion de reconnaissance, mais aussi évoluer potentiellement vers le chasseur NGAD de 6e génération de l'armée de l'air américaine, également appelé
Next Generation Air Dominance. Contrairement au SR-71 non armé, le SR-72 devrait transporter un arsenal redoutable, allant de munitions traditionnelles comme des missiles et des bombes à des systèmes avancés tels que des armes à énergie dirigées par laser et des drones de surveillance. Il sera également doté de capteurs de haute technologie et de capacités d'imagerie à longue portée pour offrir une connaissance du champ de bataille en temps réel et en haute résolution. Ce qui distingue véritablement le SR-72, c'est sa conception de pointe et sa furtivité. S'inspirant de la nature et des recherches aérospatiales révolutionnaires, la version NGAD du SR-72 présente un corps triangulaire sans queue et des baies d'armement internes. Son absence de stabilisateurs verticaux est rendue possible grâce au contrôle actif du flux, une technologie inspirée du contrôle du vol chez les oiseaux. Cette innovation améliore la furtivité en réduisant la signature radar, mais elle augmente considérablement les coûts. Ce coût élevé se reflète dans le paysage plus large des dépenses de défense. Le bombardier furtif B-2 Spirit coûte environ 2 milliards de dollars l'unité. La NASA a investi 1 milliard de dollars uniquement dans le développement du SR-72. Parallèlement, le Congrès américain a déjà alloué plus de 10 milliards de dollars au programme NGAD de l'Air Force au cours de la dernière décennie, et la Marine prévoit de dépenser 9 milliards supplémentaires au cours des 5 prochaines années pour sa propre version. Le SR-72 est conçu pour couvrir de vastes zones grâce à des capteurs robustes et des armes avancées. Il peut détecter des ennemis, des alliés et des points stratégiques à distance, partageant instantanément ces informations avec d'autres avions. Au lieu d'un radar classique, il utilise une technologie intégrée à la peau de son fuselage, ce qui améliore ses capacités de détection et de communication avec le reste de la flotte. Ce chasseur est équipé d'armes laser modernes, de puissants canons, de missiles rapides, de moteurs AETP de nouvelle génération, valant plus de 6 milliards de dollars, de drones ailés autonomes et de systèmes avancés pour brouiller les signaux ennemis tout en maintenant la connectivité. Même avec toutes ces améliorations, les États-Unis savent que les menaces futures pourraient être encore plus redoutables. C'est pourquoi le SR-72 est conçu de manière à permettre l'intégration facile de nouvelles technologies au fil du temps. Avec toutes ces caractéristiques combinées, chaque SR-72 devrait coûter environ 1 milliard de dollars et atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 6, flirtant avec les limites du vol hypersonique. Pendant ce temps, à Atlanta, une entreprise appelée Hermes développe un avion hypersonique connu sous le nom de Quarter Horse. Piloté à distance, il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 5,5, juste derrière le SR-72, et se distingue comme un candidat potentiel pour le transport futur de passagers et de marchandises. Soutenu par la NASA et l'armée de l'air américaine, avec plus de 60 millions de dollars de financement militaire, le Quarter Horse pourrait bouleverser la stratégie aérienne en déplaçant l'accent de la furtivité vers la vitesse. Il offre actuellement la plus grande capacité de charge utile parmi les avions hypersoniques, ce qui en fait un concurrent solide pour un usage à la fois militaire et commercial. Le Quarter Horse est propulsé par un moteur TBCC modifié basé sur le moteur éprouvé General Electric J85. Hermes a amélioré la conception pour supporter des vitesses hypersoniques délivrant jusqu'à 5000 livres de poussée avec post-combustion. Cette puissance pourrait réduire considérablement les temps de voyage intercontinentaux. Par exemple, relier New York à Londres en seulement 90 minutes. Hermes a mis l'accent sur la simplicité et l'efficacité dans la conception de l'avion. Il intègre une automatisation avancée, est réutilisable et élimine les composants inutiles pour rester rentable. L'équipe vise à terminer les vols d'essai pour moins de 100 millions de dollars, un coût remarquablement bas pour un projet en aviation hypersonique. Merci de votre attention. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien affiché à l'écran pour découvrir plus de nos vidéos. À très bientôt.